La centrale thermique de Mariagleta 2 a bouclé 5 ans d'exploitation le 25 août 2024. Pour marquer cet anniversaire, la société béninoise de production d'électricité SBPE a ouvert mercredi 11 septembre 2024 ses portes à une centaine de nouveaux bacheliers et étudiants. L'événement a permis aux participants de découvrir en profondeur le fonctionnement de cette infrastructure cruciale pour l'électrification du Bénin. Accompagnés d'un ingénieur de la SBPE, les visiteurs ont exploré les différents compartiments de la centrale, chaque session étant présentée en détail. La visite de ce jour, c'est une initiative voulue par le ministre de l'Énergie et soutenue par lui, et qui a pour principal objectif de permettre non seulement à la jeune génération de venir s'approprier le métier que nous faisons sur ce site-là, mais aussi de profiter et donner un aperçu aux populations béninoises sur l'état de leur infrastructure. Depuis 5 ans que ça a été mis en service. Et comme vous pouvez le constater, c'est avec beaucoup de joie que nous avons fait cette visite aujourd'hui, parce que l'infrastructure que nous avons inaugurée il y a 5 ans est bien entretenue et est dans un état de propreté, de conservation. Nous avons la salle de commande. C'est là où se fait tout ce qui est supervision, monitoring, tous les éléments que j'ai décrits tout à l'heure, c'est à l'intérieur de la salle de commande que la supervision se fait. C'est de là qu'on surveille les paramètres des moteurs, à savoir les températures, la température des cylindres des moteurs, les pressions, les températures d'eau, les pressions d'huile, les températures d'huile. Tout se fait à l'intérieur de la salle de machine à partir d'ordinateurs. Je viens de visiter la centrale électrique de Mariagleta avec plusieurs autres participants. Et là, on a assisté à une scène vraiment inoubliable. On a visité le lieu, on a vu les machines qu'ils utilisent, comment ils gèrent la ressource en eau, comment ils gèrent les incendies. Et on a même eu droit à une visite très particulière, très précise du site. Ce que j'ai vu, c'était assez instructif. C'était très instructif. Moi, je n'avais pas l'idée de faire ce domaine-là, mais à voir ce que j'ai vu, je pense bien faire l'ingénierie. Moi, je suis très contente pour cette visite et j'ai découvert plusieurs fonctionnements, ce qui se passe dans l'électricité autour de nous. Je vais d'abord remercier le gouvernement pour cette visite et tout ce qu'il a mis en place, et remercier aussi les coopérateurs, ceux qui nous ont guidés. Ils ont fait un bon travail. Bon, comme vous avez pu constater, vous avez vu, les 7 groupes sont en marche actuellement et nous sommes en pleine capacité. Et vous aurez pu constater également en salle de commande que les groupes ont tourné. Le dernier groupe, on est presque à 36 000 heures de marche sur le dernier groupe. En 5 ans, ça fait en moyenne 7 000 heures de marche sur chaque unité. Donc, vous pouvez le constater, les moteurs ont tourné tout le temps pour satisfaire la demande nationale. Après 5 années de fonctionnement, on a 36 000 heures de marche. C'est factuel sur tous les moteurs. Donc, je peux dire que c'est un très très bon succès de cette centrale techniquement. Financièrement, c'est pas à moi de le dire. Je pense que ça a été dit par M. Émeric de la SBPE. On n'a donc eu aucun incident sérieux ces 5 dernières années. Et encore une fois, l'ensemble du personnel béninois fait tous les travaux qui sont associés à cette centrale, c'est-à-dire les révisions importantes. C'est l'ensemble du personnel béninois qui s'occupe de tout. Ça a été une discussion très importante. Les causes des femmes dans la lutte contre le VIH, etc. Les disponibilités dans le processus. Et puis, les processus pour combattre, pour mettre fin à cette... Ils sont très déterminés dans ce processus, dans ce combat. J'ai pu voir un peu le niveau de l'environnement et puis ce qu'ils y font. Nous avons discuté sur des choses à suivre. Par exemple, renforcer la capacité, quant au budget, les aider à
établi des liens à suivre avec la société civile, l'académie, pour la lutte contre cette affaire, pour changer la mentalité. J'ai beaucoup appris sur le Bénin. J'étais impressionné par leur forte capacité sur la question. Nous sommes convaincus que les échanges d'expertise et les partenariats solides sont essentiels pour atteindre nos objectifs communs. En tant que parlementaires, nous nous engageons à promouvoir des politiques et des initiatives qui répondent aux besoins des populations les plus vulnérables et à soutenir les stratégies efficaces pour endiguer l'épidémie du VIH-Sida. Les femmes parlementaires du Bénin seront déterminées à accompagner l'ONU-Sida, mais nous ne serons pas seuls. Nous avons le soutien constant des hommes parlementaires. Le dialogue social n'est pas en panne dans notre pays. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas organisé la dernière session de l'année 2023, puisque tous les ministres étaient à l'Assemblée pour défendre leur budget, qui vont tout peindre en noir. Et Dieu sachant faire les choses, vous voyez, pour la marche en question, la marche qui a été organisée, les partenaires sociaux n'ont pas mis en avant le dialogue social qui serait en panne. C'est autre chose, c'est la cherté de la vie. Et c'est quand moi j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que cela ne fait pas partie, disons, des doléances d'autres corporatistes qu'ils ont raccordées après l'affaire du dialogue social. Sinon, les textes sont prévus que nous, le décret qui organise, disons, la Commission nationale de négociation, de concertation et de consultation a prévu que nous puissions tenir 2 sessions ordinaires au cours d'une année et une session, en tout cas des sessions extraordinaires en cas de besoin. Depuis la mise en place du régime de la rupture, nous avons tenu au minimum 2 sessions de notre cadre de concertation. La première que nous tenons avant le mois de juin et l'autre vers la fin de l'année. Comme je l'ai dit, l'année dernière, on a été confronté à une petite difficulté. Sinon, même l'année dernière, nous avons tenu 2 sessions. L'ordinaire et une session extraordinaire pour préparer la rentrée. Et lors de cette session extraordinaire, les doléances aussi sont abordées en questions diverses. Nous avons travaillé, même le savent. Et je vais vous dire, là, ils disent que le dialogue social est en panne. Relevé au calendrier grec. Nous n'avons pas pu organiser la seconde session de l'année. Oui. Mais ce n'est pas pour autant que le gouvernement a croisé les bras. Comme une épouse qui fait plaisir à son conjoint, nous avons continué, les services ont continué à travailler sur les doléances. Par exemple, nous avons procédé au reversement de 8 353 enseignants ACDP pendant la période. Ils sont admis à l'évaluation diagnostique. La correction de la disparité salariale au profit de 4 805 agents contracteurs de droit public de la branche paramédicale. Le reversement en agent contracteur de droit public de 573 agents occasionnels qui étaient restés au service de l'administration avant 2008 et qui n'avaient pas le contrat de travail. Ainsi de suite. Nous avons beaucoup travaillé. C'est au cours de la même période que le gouvernement a décidé de l'amélioration des conditions de vie des AME. On n'a pas croisé les bras et ils le savent. Et ils savent aussi qu'on était en train de préparer la première session de l'année. Qui a lieu? Oui, qui s'est tenue. Et puis, bon, ça s'est bien tenu. Eux-mêmes savent. Ça s'est bien tenu au début. Bon, ils ont fustigé un peu les incidents qu'il y a eu lors de la marche. Il y a eu des déclarations. Oui, mais ça s'est bien tenu comme à l'accoutumée. Mais vous n'êtes pas venu à harmoniser les choses? Bien sûr, comme toujours. Bon, je ne sais pas la marche, bon, c'est venu comme ça, comme des cheveux sur la soupe, mais je crois que tout est rentré dans l'ordre. Mais le dialogue social n'est pas en panne. Je dis non. Et de mon point de vue, ce n'est pas vrai. Nous avons beaucoup fait. Mais nous devons, disons, consolider les acquis. Nous devons travailler à donner une meilleure satisfaction aux usagers de l'administration. On y réfléchit toujours. Vous avez vu, par exemple, nous voulons mettre en place une plateforme de concours où les inscriptions seront en ligne. Et ce n'est pas une plateforme simple, c'est une plateforme, comme l'a expliqué mon collaborateur, qui permet à tout agent de l'État qui veut, disons, concourir
d'aller déjà s'inscrire, avoir un compte sur la plateforme. Dès lors qu'un concours organisé, il a la première de l'information, etc., jusqu'à la fin. Les perspectives aussi en matière de concours, comme je l'annonçais, c'est de réduire le délai à 10 jours d'ici quelques mois. Donc voilà, et cela est bien possible. La dématérialisation va poursuivre son petit bonhomme de chemin et la mise en place de beaucoup d'e-services également va être une réalité. Et nous travaillons donc pour faire de l'administration, à l'instar de tous les autres départements ministériels, une administration de développement. D'abord en refusant, le 29 juin 2024, de tenir le débat d'orientation budgétaire pourtant obligatoire pour le motif simpliste d'une supposée attaque reçue sur le terrain politique. Cette violation d'une obligation légale prévue par l'article 56 de la loi organique relative aux lois de finances aura gravement contribué à ternir l'image du Sénégal aux yeux des institutions internationales. Ensuite, en rejetant le 29 août 2024 le projet de loi constitutionnelle visant à concrétiser la promesse que j'ai faite au peuple de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, alors que la situation des finances publiques impose urgemment de rationaliser les dépenses publiques. Enfin, en allant jusqu'à l'usurpation des prérogatives constitutionnelles du président de la République pour fixer une date pour la déclaration de politique générale en violation flagrante de l'article 84 de la Constitution et de l'article 97 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sans parler de la menace d'une motion de censure que cette majorité fait planer sur le gouvernement. Mes chers compatriotes, en imposant par la force du droit la date du 13 septembre 2024 pour la déclaration de politique générale, il ne s'est pas agi de duper le peuple sénégalais, mais simplement d'asseoir fermement l'autorité de la loi et de rappeler par les actes que l'ordre politique sous mon magistère ne supplantera jamais l'ordre légal. Il y allait donc de mon devoir juridique, éthique et moral de ne céder la moindre parcelle de tolérance aux contenteurs de la loi. J'en ai donc conclu que le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire dans le seul intérêt du peuple sénégalais était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage et ainsi entraver la mise en œuvre du projet sur la base duquel j'ai été élu. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. L'article 3 de notre Constitution rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce faisant, le peuple est invité à reprendre ses titres d'habilitation et à décider souverainement si l'Assemblée nationale doit refléter les aspirations profondes de changement qui se sont exprimées au soir du 24 mars 2024 ou si elle doit demeurer encore le dernier avatar bloquant d'un régime déchu. En tout état de cause, le gouvernement garantit la bonne organisation des élections et l'expression libre et démocratique du choix du peuple et que le meilleur gagne.
Ces jeunes filles de la ville de Kiambu, située à 15 km de Nairobi au Kenya, découvrent avec fascination pour la première fois des casques de réalité virtuelle. Le campus et centre de Hervé en Afrique a apporté ces appareils pour une formation en réalité virtuelle, réalité étendue et réalité augmentée. L'université veut combler le gap technologique. La raison de cette initiative, c'est bien sûr l'autonomisation économique et sociale. Ces communautés ont aussi des histoires à raconter dans le métaverse, ainsi que des industries locales qui peuvent être intégrées dans cet espace numérique. Cela leur apporte non seulement une autonomisation économique, mais aussi un bien-être financier. En quelque sorte, nous les connectons à la puissance de la réalité virtuelle. Ces sessions de formation dureront 3 jours, au terme desquelles les participantes auront l'opportunité de rejoindre l'université virtuelle. Elles pourront ensuite partager leurs connaissances dans les régions du Kenya et du continent. C'est la première fois que je découvre un casque de réalité virtuelle et je suis très impressionnée par les nombreuses possibilités qui s'offrent à moi. Je me réjouis de l'avenir, sachant que je pourrais gagner ma vie grâce à cette technologie et que je peux aussi me projeter dans un autre pays sans quitter le continent. Je suis émerveillée de pouvoir même voir l'espace et les étoiles. Pour que les jeunes Kenyans tirent pleinement parti des opportunités économiques offertes par la réalité virtuelle, il est crucial, juge certains, qu'ils soient également formés à la création de contenu Hervé. Je pense que se rendre dans des bidonvilles et démystifier la notion de technologie est un excellent point de départ. Mais bien sûr, cela doit être accompagné de différentes stratégies. Il ne suffit pas d'en parler, il faut aussi former les individus à la création de contenu et pas seulement à sa consommation. Il est crucial que ces personnes comprennent que cette technologie peut transformer leur vie de multiples façons. Pour les jeunes en particulier au niveau local, il est essentiel de leur fournir les outils nécessaires pour non seulement utiliser mais aussi développer cette technologie. Dans un monde en constante évolution, Paul Simon poursuit sa mission de rendre la réalité virtuelle accessible à toutes les couches de la société kenyane. Son ambition, créer une main-d'œuvre qualifiée pour les exigences du marché du travail. Les pluies extrêmes ont gravement entravé l'acheminement de l'aide au Soudan, au Tchad et au Soudan du Sud. Les inondations ont rendu extrêmement difficile le transport de l'aide en raison des routes inondées et boueuses, s'est inquiété Lenny Kislin, porte-parole du Programme alimentaire mondial au Soudan. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le Soudan au mois d'août ont touché plus de 317 000 personnes. Pour intensifier son aide, sauver des vies et empêcher la famine de se propager, le PAM multiplie les moyens pour atteindre les camps de déplacés. Les inondations ont exacerbé l'une des plus graves crises de déplacés au monde, provoquée par la guerre au Soudan. Cela fait plus de 500 jours que le Soudan a plongé dans une instabilité sans précédent. Les forces armées et les paramilitaires se livrent une bataille sans merci depuis avril 2023. La République démocratique du Congo lancera sa campagne de vaccination contre la variole le 2 octobre, soit près d'une semaine plus tôt que prévu. Épicentre de l'épidémie de variole, le pays a jusqu'à présent eu des difficultés à freiner la propagation du virus, parfois mortel, en raison du manque de vaccins. Après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie de variole urgence de santé publique mondiale le mois dernier, plusieurs lots de vaccins ont été envoyés à la RDC. Parmi eux, près de 100 000 doses de vaccins contre le virus Mpox ont été données par la Commission européenne, suivies par 50 000 doses de vaccins en provenance des États-Unis qui ont également permis de renforcer les efforts pour enrayer l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la République démocratique du Congo est le pays le plus touché de la région. Il connaît de multiples flambées de variole dues à différentes souches de virus. La flambée actuelle dans l'est du pays est due à une nouvelle variante du clade 1, appelé clade 1B, qui se propage entre les personnes, y compris par transmission sexuelle. En Afrique du Sud, un train de voyageurs a été reconverti en centre de santé mobile afin d'offrir des soins aux communautés dans le besoin à travers le pays. Connu sous le nom de Felofepa, qui signifie « bon propre santé » en langue sesotho, ce train est devenu l'espoir de nombreuses personnes privées de soins dans les cliniques locales surchargées.
Je souffre beaucoup de la vue. Je ne vois plus rien. J'ai entendu dire qu'un train venait ici pour aider les gens. Ils prennent environ 150 personnes par jour et viennent les aider le lendemain. Alors certains d'entre nous dormons ici parce que nous habitons loin. So some of them and some of us, we sleep here because we live far. Des soins gratuits qui contrastent avec le système de santé public sud-africain, à bout de souffle et dont dépendent environ 84% de la population, et ce train est loin de combler tous les besoins. On m'a fait un frottis, on m'a nettoyé les dents, j'ai fait un bilan de santé et une évaluation générale. Ce train nous aide. Il nous aide vraiment, vraiment, vraiment. Tout ce que je demande, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas ici aujourd'hui. Ils doivent revenir nous aider, même si c'est l'année prochaine. Nous sommes si nombreux à être vraiment malades. Là. Au fil des ans, le train médical est passé de 3 voitures à 2 trains de 16 voitures, gérés par la Fondation Transnet, un organisme d'action sociale de l'entreprise ferroviaire publique. Nous avons des infirmières professionnelles. Nous proposons des dépistages pour toute une série de cancers et de maladies chroniques telles que le diabète. Nous avons à bord une clinique dentaire à part entière où nous proposons des interventions mineures allant jusqu'à la restauration et l'extraction. Depuis 30 ans, le train offre des soins primaires à environ 375 000 personnes chaque année lors d'un voyage annuel jusque dans les villages les plus reculés. L'ancien ministre sud-africain Pravin Gordhan est mort. Il avait 75 ans et souffrait d'un cancer. Il est décédé paisiblement à l'hôpital, entouré de sa famille et de ses camarades de longue date dans la lutte pour la libération. C'est en ces termes que le président sud-africain a annoncé son décès. Cyril Ramaphosa évoque la perte d'un leader exceptionnel. Pravin Gordhan faisait partie en effet des figures de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a intégré le Congrès national africain en 1980, négociateur d'une transition politique post-apartheid pacifique. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'administration sud-africaine depuis l'élection de Nelson Mandela à la tête du pays en 1994. Pravin Gordhan a été notamment ministre des entreprises publiques, puis des finances à 2 reprises. Il est connu pour ses prises de position contre la corruption. Pravin Gordhan n'avait pas hésité à critiquer la gouvernance de Jacob Zuma, alors même qu'il faisait partie de son équipe gouvernementale. Désinformation, accusations infondées sont les termes employés par le ministre vénézuélien de l'Intérieur à propos de la saisie de 2633 kilos de cocaïne par la Guinée-Bissau le 7 septembre dernier. Mercredi, Diosdado Cabello a exprimé sa colère, affirmant que cet avion saisi à l'aéroport Osvaldo Vieira de Bissau n'a jamais été au Venezuela ni atterri sur leur sol. Le véritable grand consommateur de drogue, c'est l'Empire nord-américain, qui est aussi un grand producteur. Cependant, ce sont les Vénézuéliens qui sont injustement accusés. Le Venezuela ne produit pas de drogue, a-t-il dit. L'aéronef transportant les 78 colis de cocaïne provenait de Venezuela. C'est ce qu'avaient affirmé dans un communiqué les autorités bissau-guinéennes. D'après la police judiciaire, les 5 personnes à bord, y compris le pilote, ont été arrêtées. Il s'agit de 2 Mexicains, un Colombien, un Brésilien et un Équatorien. Ils ont été présentés à la justice. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré des représentants des BRICS à Saint-Pétersbourg. Lors de son allocution, M. Poutine a déclaré que plus de 30 pays souhaitaient rejoindre l'organisation intergouvernementale qui comprend déjà le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Nous ne pouvons pas ignorer l'intérêt croissant de nombreux pays pour les BRICS. Aujourd'hui, plus de 30 pays, plus précisément 34, ont exprimé le souhait de rejoindre notre union sous une forme ou une autre. Par conséquent, une discussion active a été entamée entre tous les participants des BRICS
concernant les modalités d'une nouvelle catégorie d'États partenaires. Depuis 2006, les membres fondateurs des BRICS portent la voix des principales économies émergentes et appellent à un ordre mondial plus équitable. Ils œuvrent en faveur d'une réforme des institutions internationales telles que les Nations Unies ou encore le Fonds monétaire international pour contrer l'influence mondiale de l'Occident.